Dans le silence des eaux profondes, le sonde reste un mystère. Aujourd'hui, Julien Imbert partage sa vision de ce prédateur fascinant. Une exploration de ses différents comportements, de ses habitudes et de ce qui fait tout l'art de le pêcher. Bienvenue dans Vision Pêche. Comment décrirais-tu le sandre pour quelqu'un qui ne le connaît pas? Quelles sont ses principales caractéristiques en termes de physique et de comportement? Alors, le sandre, c'est un percidé, comme la perche. Donc, il a un comportement grégaire, il a un fort pouvoir colonisateur, donc ça reste un poisson qui est très présent dans nos eaux. Donc, où il a été installé, c'est un poisson qu'on va retrouver essentiellement dans les lacs, les rivières, plans d'eau, enfin partout où il y a de la flotte et en grande quantité. Et puis, ça reste un poisson qui est très, très lunaire, très fantastique. On peut le prendre de mille et une façons. Donc, ça reste un des poissons les plus intéressants à pêcher, aussi bien au leurre dur, aux poissons nageurs, au vif, tout ce qu'on veut. Et ça reste un poisson, quoi qu'il arrive, qui est très, très, très nombreux dans nos eaux. Donc, il reste un poisson qui permet de faire des belles pêches pour les amis pêcheurs, quoi. Quels sont les comportements typiques du sandre? Y a-t-il des moments particuliers où il est plus actif, comme les changements de luminosité? Historiquement, il se prend en profondeur l'hiver, au vif, dans les fosses. Mais c'est un poisson il faut savoir que c'est un poisson d'eau chaude, donc, comme le black bass. Donc plus l'eau est chaude, plus il bouffe. Et on ne va pas forcément le retrouver en profondeur, puisque l'été, il va essayer de rejoindre les premières couches d'eau. Donc il peut être très bien suspendu dans un lac dans 15 mètres d'eau à prendre aux poissons nageurs, être à l'ombre sous un pont ou sous une pile de pont à pêcher un peu comme le black bass au leurre soupe ou dans les obstacles, comme le prendre au leurre soupe en vertical, en diagonale, en linéaire. Enfin, c'est un poisson qui est un peu comme le black bass qu'on peut pêcher de plein de façons différentes, aussi bien lentement, très rapidement, avec des techniques à jiguer. Donc finalement, on utilise un panel de techniques qui est très important, qu'il faut tout le temps tourner pour essayer de trouver ce qui marche à l'instant T, quoi. Donc c'est un poisson, qui est très intéressant pour la pêche au leurre. Le sandre est souvent perçu comme un poisson méfiant. Quels sont les éléments, à ton avis, qui influencent sa méfiance ou sa confiance, comme la lune ou l'éclair de lune? Alors le sandre, c'est un poisson effectivement qui est comme les hiboux et autres, il voit la nuit. Donc c'est un poisson qui effectivement a des facultés dans des faibles luminosités, donc aux troubles de marais, de crues en rivière, un lac eutrophe avec beaucoup de cyanobactéries hautes où on a très peu de visibilité dans l'eau. C'est un poisson qui va réussir à s'alimenter et à trouver ses proies très facilement. Il a une adaptation qui est très importante, donc automatiquement on va le retrouver dans des milieux où parfois d'autres espèces sont moins représentées ou moins faciles à trouver ou à déclencher. C'est un poisson qu'on va réussir aussi bien dans des eaux claires que dans des eaux troubles à retrouver et qui va chasser, oui, effectivement, la nuit sans hésitation, comme également, et contrairement à toute attente, en pleine journée dans une eau translucide par 15 h de l'après-midi, en plein soleil. On peut le retrouver tout à fait en activité. C'est un poisson d'eau chaude, donc une des périodes clés pour beaucoup de pêcheurs, c'est novembre, décembre, janvier, là, les derniers mois de l'année où la nouvelle carte de pêche, où il faut être au bord de l'eau pour prendre des cendres, alors souvent sur des pêches très proches du fond, alors que finalement la meilleure période de l'année c'est où l'eau est à 20-22 degrés, là, donc en gros mi-mai, fin mai, jusqu'à quasiment mi-septembre, c'est la meilleure période pour le sandre et contrairement à ce que beaucoup de pêcheurs pensent, c'est même la meilleure période où eux ils en feront même pas. Il y a toujours des contre-exemples, hein, des gars qui pêchent en 20 mètres d'eau en plein été en vertical dans les grands lacs de barrage. Mais de la même manière, on les prend à l'époque, quand on a découvert ce comportement-là, c'était sur les lacs de Cantal, où les gars se mettaient avec des ablettes à 4 mètres sous la surface, en plein milieu du lac, au-dessus de 30 mètres d'eau, ils faisaient des cendres de 80-90 cm. Des poissons qui étaient complètement suspendus et qui sont finalement, si l'eau est translucide, on est comme un aquarium, on pourrait presque les voir, quoi. Alors la méfiance du sandre, j'irai pas jusque-là, contrairement à beaucoup d'autres poissons. C'est un poisson qui on arrive à exciter. Pour en avoir élevé en aquarium, il suffit qu'il y a quelque chose qui le dérange, il y a tout de suite la dorsale qui se lève, il commence à claquer des dents. Donc ce qui fait qu'au leurre, il y a une méfiance, mais même quand ils sont, on va dire, cons à prendre, hein, qui sont difficiles à leurrer, on a toujours une poussette, une sensation d'un poisson qui vient voir, ça reste curieux quand même. Donc méfiance, oui, parce que ça reste, pour beaucoup de pêcheurs, le poisson le plus compliqué à leurrer, mais finalement quand on sait où ils sont, une cassure, un spot de repli et autres, finalement, si on sait où ils se tiennent, on finit toujours par déclencher, pas forcément prendre le poisson, mais on arrive à déclencher les touches. Donc méfiance, oui, mais je dirais c'est plus des poissons qui sont localisés dans des espaces parfois restreints. Et tant qu'on n'a pas ces petits mètres carrés là où ils sont concentrés par 10-15 poissons, et ben effectivement on pêche dans le vide. Par contre, une fois qu'on est dessus et si on sait où ils sont, ben derrière la méfiance, comme toute espèce, hein, s'ils veulent pas mordre, ils veulent pas mordre, hein, c'est avant tout eux qui commandent.
Mais par contre, effectivement, dès qu'on les trouve, on arrive toujours à déclencher comme des perches, on arrive à déclencher de l'agressivité, des poissons qui viennent cogner le leurre, qui sont pris sous la tête, qui viennent frapper le leurre. Donc on a des contacts et ça permet de effectivement faire évoluer sa pêche pour essayer de trouver le meilleur compromis. Quand tu arrives sur une zone de pêche, par où commences-tu la prospection pour le sandre? Y a-t-il des structures spécifiques que tu recherches en priorité? Alors quand je arrive sur de nouvelles eaux, que ce soit rivière ou... alors il y a des cas de figure différents, rivière, lac et étang. Étang, c'est le cas un peu à part. En étang, les poissons sont très compliqués. De manière générale, le sandre va chercher l'ombre, même si il peut être en pleine journée dans une eau translucide. Donc des frondaisons d'arbres, la digue d'un étang, des rochers, une passerelle, un ponton, enfin des choses qui sont visuellement déjà une structure physique pour tout carnassier et qui en plus de ça permet aussi de regrouper du blanc ou autre. Donc là, c'est des structures en étang sont obligatoires à au moins tenter. En rivière, c'est le courant, ça reste comme la truite, un poisson qui adore le courant, donc les chaussées. Les veines d'eau, même s'il y a de l'herbe et des nénuphars, ils viennent les lécher, ils nagent entre les herbiers, les couloirs naturels qui se forment. Et puis en lac c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a le volume d'eau. Donc en lac, ce qu'il faut essayer de trouver quand on ne connaît pas un plan d'eau, c'est de trouver un secteur où il y a un peu tout à proximité même, c'est-à-dire une plage, une falaise, une berge un peu moins pentue ou plus pentue, pour en fin de compte, dans un périmètre assez restreint, pouvoir faire différentes structures, différentes déclivités, et tout de suite savoir s'ils sont sur du plat, s'ils sont sur de la roche, s'ils sont sur du bois. Et en fin de compte, c'est plutôt à essayer de comprendre comment ils sont positionnés à un instant T pour évoluer vite. Mais c'est sûr que si on commence sur un lac qui fait 500-600 hectares que sur du plat et que la première falaise est à 1 km et qu'ils sont sur de la roche, on peut pêcher des heures dans le vide, quoi. Même s'il y a toujours des poissons qui se promènent, le gros de la meute étant pas là, enfin pas sur ce type de structure-là. Donc c'est bien d'avoir sur un lac, souvent le milieu de lac, pas forcément la queue de lac qui est plus vaseuse, plus herbeuse, etc. ou la partie barrage qui est plus abrupte. Milieu de lac, en général, c'est pas mal. Toute saison, c'est à peu près le mi-chemin. Puis après, en fonction de comment on les trouve, tourner sur ce qu'on a à proximité, quoi. Est-ce que tu utilises des technologies comme le sondeur pour te guider? Comment exploites-tu ces outils pour mieux comprendre les habitudes des sandres? Alors la technologie, j'utilise oui et non. C'est-à-dire que quand je pêche du bord, obligatoirement on ne l'a pas, même s'il y a des dippers et autres. Dans quel cas on essaie plutôt de trouver des endroits où on attend les poissons qui montent, hein. Donc une anse, une pointe d'un barrage, une veine de courant en cascade ou sur une rivière, sur une digue noyée. Après, en lac de barrage, c'est sûr que la technologie, alors le sondeur classique 2D, hein, ou side ou down, permet surtout de voir la profondeur où on est. Souvent, les poissons sont situés à une colonne d'eau, donc 6 mètres, 8 mètres, 7 mètres, et des fois, c'est cette colonne d'eau. C'est-à-dire qu'on va pêcher à 4 mètres, on sera dans le vide, à 8 mètres, on sera dans le vide, et dès qu'on passera entre 5,50 et 6,50, on fera toutes les touches. Donc le sondeur est surtout intéressant pour trouver sur quelle colonne d'eau finalement les poissons se tiennent. Et cette colonne d'eau va évoluer suivant la journée, l'heure, si on est le matin, l'après-midi ou le soir. S'il y a de la lumière qui vient ou un voile nuageux, les poissons montent et font du yo-yo comme ça toute la journée, montent, descendent. Derrière, effectivement, les sondeurs maintenant nous apportent l'opportunité de trouver des structures. Donc aller trouver en slalomant, en dérivant, à trouver des souches, trouver un pont noyé, une épave de voiture, des choses comme ça. Donc la technologie va faciliter, on va dire, notre recherche, un arbre mort, etc. Et puis effectivement, la nouvelle technologie live est encore un cran au-dessus, c'est-à-dire qu'on voit ce qui se passe en temps réel. Et on avait des tendances de pêche qu'en pêchant en 2D, style je pêche en vertical, on maintient son leurre, on le lâchait un peu sèchement pour déclencher les poissons. Et maintenant qu'on a le live, on a l'impression de réapprendre la pêche. C'est-à-dire que tout ce qu'on a acquis pendant des années en expérience de pêche, en façon d'animer à l'heure et autres, dès qu'on est en direct, on voit le poisson qui suit, on le voit se mouvoir dans l'eau, on le tente et on se rend compte que l'animation qu'on va faire impute des suivis, une attaque ou un refus ou une fuite du poisson. Et des fois, ce qu'on avait tendance, on dit le poisson il suit, tiens je vais essayer ça, j'avais l'habitude de prendre du poisson, je lâche l'heure dessus et il fuit direct. Donc effectivement, la technologie live a un grand intérêt pour avancer beaucoup plus vite. Déjà, on voit le poisson, on ne pêche pas dans le vide. Maintenant, ça ne le fait pas prendre, bien au contraire. On a beaucoup plus de poissons qui suivent le leurre, qui le regardent, on en voit plus qu'on en prend. Par contre, effectivement, on arrive à se dire, tiens, aujourd'hui, ils veulent du linéaire un peu plus rapide, accélérer quand il vient dessus. Mais si on ne voit pas le poisson, on ne peut pas accélérer de toute façon. Donc c'est des choses qu'on voit qu'au live. Et puis après, on apprend la pêche, clairement.
combien de fois, des fois il n'y a rien au live, là, il faut les pêcher de manière classique, hein, comme on avait l'habitude avant sur du 2D. Et puis des fois il y a les poissons décollés, des poissons posés au fond, et les poissons décollés, eh ben, on se rend compte qu'il y a deux comportements. Ceux qu'on prenait posés au fond, on arrive toujours à déclencher sur des pêches agressives, un peu zigzag, un peu lourdes à descendre sur le poisson. Et finalement ces poissons décollés qu'on voit au live, eh ben, ces animations-là c'est plutôt du linéaire, un peu au-dessus de leur tête, pas trop loin. Ça dépend des eaux, si les eaux sont claires ou teintées, mais chez nous, sur nos eaux vendéennes, si on ne leur passe pas sous le museau, ils ne se déplacent pas d'1 mètre, quoi. Et par contre, une fois qu'on est dessus, ils peuvent suivre des fois sur 10, 15, 20 mètres. Et si on lâche dessus, on fait une fuite directe. Si on accélère, ils accélèrent. Donc le live, c'est une aide. Effectivement, on voit en temps réel ce qui se passe, mais ça ne prend pas le poisson. Par contre, c'est un outil super intéressant pour pêcher les structures. Donc sur un lac qui est plat, pas forcément d'intérêt, mais sur des grandes rivières assez profondes, parce qu'il faut un minimum de profondeur, une structure noyée, un arbre, des souches, en lac de barrage, un vieux pont, des séries de souches, des rochers qu'on peut trouver, une falaise, et bien ça permet de voir les poissons ou pas proches de ces structures-là, de lancer son leurre, de réussir à épauler son leurre au-dessus de la structure, donc un arbre de l'éviter également, la branche. On ne voit pas forcément les poissons, mais par contre on arrive à les voir sortir. Ça c'est plutôt intéressant, on a cet effet-là, mais on n'accroche pas nos leurres. Donc ça aussi l'avantage c'est qu'on laisse moins de plomb au fond de l'eau, moins de leurres, moins de fil. Donc c'est un outil, c'est pas forcément ce qui va permettre de faire plus de poissons. Moi depuis que je l'ai, effectivement je fais du poisson en live, mais je fais moins de poissons qu'avant. Par contre effectivement on sélectionne, on fait des plus gros poissons parce qu'ils sont plus faciles à distinguer et à voir parmi une multitude de poissons qu'on voit à l'écran. Mais voilà, ce que je faisais moi en pêche classique 2D ou sans sondeur, je faisais des gros scores de sonde que je n'ai toujours pas réussi à faire au live. J'en fais, mais je n'arrive pas à enquiller poisson sur poisson. Si on prenait tout ce qu'on voyait, ce serait exceptionnel. Mais finalement, on se rend compte que c'est plutôt des fois un poisson sur 30 ou un poisson sur 40 qu'on arrive à décider. Et voilà, ce qu'on entend dire c'est révolutionnaire, ça va casser la pêche. Mais finalement, le fait de l'utiliser déjà, ça donne un... Tant qu'on l'a peu utilisé, on ne peut pas se rendre compte de l'intérêt de cette technologie-là et ça remet justement tout en cause. Des plans d'eau qui paraissent vides, qui finalement sont pleins et on ne les prend pas les poissons, on les voit suivre, on les voit taper les leurres, on les voit renifler le leurre jusqu'au quasiment flottube sur une quinzaine de mètres, mais on ne les prend pas forcément. Donc ça a un intérêt peut-être à un instant T, mais ce n'est pas l'outil indispensable qui va à chaque sortie faire le Graal et puis faire gagner la personne. Prendre 0 poisson, en prendre 30, c'est entièrement faux. Il y a des journées, c'est un grand intérêt, il y a des journées, ça permet juste de voir les poissons et de se promener et d'être rageux de ne pas réussir à en prendre un seul, quoi. Quel type de leurre préfères-tu pour la pêche aux cendres et pourquoi? Est-ce que certains leurres sont plus efficaces à certaines saisons ou dans certaines conditions? Alors, préférence sur les leurres? Oui et non. Je pêche beaucoup leurre souple par principe, le sand, donc les versions shad de manière classique. Hein, pour le pêcheur, c'est ce qui est le plus démonstratif, c'est ce qui nage en bassin, en vidéo et autres, c'est ce qu'on ressent le mieux. En l'occurrence, sur la gamme Rapala, toute la gamme Crush City, les The Kickman sont des très bons leurres, hein, avec un attractant et autres. J'ai eu des très bons résultats sur les perches, les cendres et les brochets. Il y a la version finesse, Stingman, quand on veut pêcher différemment, et des vibrations, alors si bien sur des pêches linéaires que verticales. Depuis, la gamme a été complétée avec une version curly, hein, donc grub, ni plus ni moins, avec une flagelle assez souple, qui ramène encore une vibration différente. Donc sur les pêches leurre souple, c'est en gros les 3 gammes de leurre qu'on va essentiellement utiliser. Alors après, il y a d'autres leurres avec des cures en V et autres, mais là, en ayant un finesse, un curly et un shad, en gros, on est quand même pas mal sur la pêche du sand. Après, il faut varier les couleurs, la taille, 3 pouces, 4 pouces, 5 pouces, 6 pouces même. Sur le sand, il n'y a pas de contre-indication. Ce qui est important sur les leurres souples, c'est aussi la tête plombée. Donc là, on est sur une TP VMC Frog qui a l'avantage d'avoir plusieurs teintes. Donc c'est super important des fois les contrastes sur la pêche du sand. Des fois, il faut des têtes UV. Des têtes jaune-orangées qui fait un contraste avec le leurre. Des fois, c'est des têtes opaques, vertes, jaunes. Donc, il y a plein de types de modèles. Il ne faut pas hésiter à essayer. Hein. Des fois, il y a des journées où les poissons vont taper essentiellement que sur du vert ou que sur une contraste avec du jaune-orangé.
Mais la pêche au leurre souple, donc c'est celle qui est, on va dire, la plus régulière toute année, enfin toute saison, qu'on soit du début d'année en plein hiver ou en été. Après, il ne faut pas se refermer qu'uniquement sur cette pêche-là. Il faut aussi aller sur des pêches au leurre dur. Donc il y a toute une gamme chez Rapala de petites gerres, de petits minots qui permettent d'aller gratter les sandes qui sont suspendues. Il y a les jigging wraps qui sont très connus quand ils sont sur des pêches agressives. Même l'été, là, quand il y a les bancs de perchettes, là, que les sandes sont juste à leurs fesses, là, les petits jigging wraps en linéaire, entre deux eaux sur des plages, c'est plutôt des leurres qui fonctionnent très bien. Donc il ne faut pas se bloquer uniquement sur les leurres souples, il faut aller un peu sur tout type de gamme, des lames vibrantes, des leurres dures et autres. Ça s'adapte vraiment. Il faut s'adapter au poisson et à l'époque. Il ne faut pas forcément rester figé sur un type de pêche, une type d'animation, quoi. Quel est ton meilleur souvenir de pêche du sandre? Un moment où tu as vraiment compris ou aimé cette pêche? En anecdote sur le sandre, j'en ai forcément plein, je le pêche depuis 20 ans, donc il y en a des milliers qui sont passés entre mes mains. Mais il y a des fois, on sait qu'on est sur la bonne zone et finalement, quelque chose qui ne se passe pas. On arrive sur le bord de l'eau, il est 7 heures, je pêche une zone, une petite fosse là, avec un petit courant, où habituellement les sandres sont sur cette première fosse là. Je pêche pendant une bonne heure là, sur 500 mètres carrés, propre, sans prendre un poisson. Je pêche la deuxième fosse, juste à côté, donc je devais, alors pas de famille à midi, donc il devait être 10 heures, j'attaque la deuxième fosse, que dalle. Et j'ai un lancer un peu anodin là, que je lance sur une plage de sable, là, dans 30 cm d'eau, et j'ai l'impression d'être pris au fond. Je tire comme une grosse branche, et là c'est un sandre de 90, 95, la dorsale au-dessus de l'eau là, qui se lève et qui se décroche. Et on se dit merde, j'ai pêché pendant 4 heures, 5 heures dans un trou et ils sont dans le banc de sable dans 50 cm d'eau. Et de 10h à 10h45, en 45 minutes, je dois faire 7 poissons entre 70 et 82, 84, donc 82 et 84 d'affilée. Donc je les garde dans l'épuisette. Et il y a un petit garçon qui pêchait au leurre sur la plage également. Il me fait gentiment les photos de doublés, etc. Des épuisettes avec les cendres. Et puis je devais partir. Il était 11h, le temps de faire les photos, un petit 11h, j'avais une demi-heure de route, donc il me restait 5 minutes de pêche. La pêche était faite du coup, j'avais perdu 4 heures, mais en espace de 3 quarts d'heure, j'avais pris 7 poissons. Puis faire 7 poissons de 70 plus, ça reste une très belle session, avec 2 poissons bonus de plus de 80 dans le tas. Et je me dis, tiens, je retente un dernier lancer sur cette fin de plage là, et je prends un centre d'1 mètre. Au moment de plier, donc je prends ce centre d'1 mètre, je fais les photos avec le même garçon, je le refous à l'eau, et je plie. Et après j'y suis retourné la semaine qui a suivi, les eaux avaient monté, enfin il y a eu une belle crue et les poissons avaient disparu, ça s'était joué sur une session, un instant clé. Et on a beau, voilà, le comportement du sandre, se dire il est dans la fosse, dans le trou, veine d'eau, etc., le long des cailloux, ils étaient juste sur un petit banc de sable de 40-50 cm d'eau là, à 10 mètres derrière moi où j'étais depuis 4 heures. Et ça prouve bien que des fois, voilà, il ne faut pas hésiter à pas forcément rester figé, à bien quadriller un spot. Et on peut passer des fois à côté de ça d'une très belle pêche. Et en l'occurrence, ça reste une très 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 belle session, une des plus belles sessions de gros sandre. Il y en a eu d'autres, mais celle-ci, c'est la plus flagrante avec une belle pêche en linéaire. C'était un très bon moment en espace de 3 quarts d'heure, 45 minutes, là, avec 50 minutes grand max, faire une série de gros poissons et dont un énorme sandre d'1 mètre, ça reste quelque chose qui reste gravé, quoi. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour débuter? Alors la pêche du sandre pour quelqu'un qui débute, effectivement, elle peut paraître compliquée, parce qu'effectivement, au huit dire des bouquins, des revues, des forums, des vidéos et autres, ça reste soi-disant le poisson le plus compliqué à prendre. Loin de là, par contre, effectivement, il faut bien connaître ses mœurs, son comportement et ses postes. Donc effectivement, quand on débute, on ne connaît pas forcément notre territoire, notre rivière par cœur, le plan d'eau par cœur. Et en fin de compte, la pêche du sandre, c'est surtout bien connaître son milieu, son plan d'eau, son étang, sa rivière, son canal. Et en fin de compte, on arrive à se retrouver avec des niveaux d'eau, avec des débits, des turbidités, des époques où on retrouve souvent les poissons aux mêmes endroits ou à des mêmes horaires, ils viennent chasser là, etc. Donc c'est de la persévérance, c'est vraiment apprendre à connaître ses eaux et y aller régulièrement jusqu'à temps de trouver effectivement la zone où les sandres viennent de manière assez régulière, et puis après essayer de comprendre ces zones-là et essayer de les reproduire, les dispatcher sur les différentes zones qu'on a en tête. Mais de toute manière, après le sandre, c'est aussi de la communication entre pêcheurs, il ne faut pas hésiter. Même
même si on croise au bord de l'eau, il ne faut surtout pas hésiter à m'interpeller pour discuter pêche et échanger pêche. Et on a tous démarré, tous débuté. C'est toujours intéressant. On a tous à apprendre les uns des autres, qu'on débute, qu'on soit pêcheur depuis 15-20 ans. Et ça permet d'échanger. Et on a tous des anecdotes, tous des astuces. Même pour quelqu'un de débutant, on peut donner une astuce à quelqu'un d'expérimenté et inversement. Et c'est comme ça que la pêche évolue et qu'on grandit les uns avec les autres. Et c'est en échangeant, en discutant au bord de l'eau. Et puis on y passe des super beaux moments entre pêcheurs. Ça fait des amitiés aussi. Donc non, il ne faut surtout pas hésiter à interpeller et à demander des conseils, ne serait-ce que sur la technique, sur l'approche ou discuter pêche tout simplement. C'est toujours des bons moments entre passionnés, débutants ou expérimentés ou peu importe le niveau. Et on a tous à apprendre les uns des autres. Ok.